Bonjour, nous sommes le samedi 15 novembre 2014, il est un peu plus de midi, et je continue à réfléchir sur la question de la spécialisation. Ce débat sur la spécialisation est extrêmement complexe. Et nous en sommes d'ailleurs nous-mêmes toujours plus ou moins les otages, sinon les victimes. Parce que l'autre jour, je discutais avec une personne qui, un homme d'ailleurs, de mon âge à peu près, qui avait des réflexions historiques plus ou moins délirantes. Et je lui disais, mais écoutez, occupez-vous de ce que vous connaissez. Si vous n'êtes pas historien, ne vous amusez pas à jouer à l'historien ou au sociologue, etc. Et en même temps, je me dis, est-ce qu'on a le droit de dire aux gens, ils n'ont pas de compétences dans ce domaine. Est-ce que... alors, il y a soit la question de la formation, il n'a pas la formation, il n'a pas l'expérience, soit il n'est pas doué pour ça. Ce qui poserait des problèmes de programmation mentale, cognitive, qui font que la personne ne fait pas ça et qu'elle n'est pas capable de faire ça. Bon, voilà, je dis ça en matière. Bon, cela dit, ce qui m'interpelle, moi, à la fois en tant que sociologue, mais aussi en tant que chercheur en astrologie, c'est le compartimentage. Est-ce qu'il est légitime de compartimenter? Est-ce qu'il est légitime de classer? Toutes ces formes de classement, que ce soit caractérologique, les catégories en tel et tel groupe, l'énéagramme, les tempéraments, la caractérologie, tout cela, c'est une forme de cloisonnement, de saucissonnement de la société. D'où ça vient et à quoi ça sert? D'une certaine manière, il y a des processus qui visent à légitimer cette situation. C'est normal que vous soyez comme ceci et pas comme cela. C'est normal que vous ayez des manques sur ce point-là ou sur ce point-là. Et c'est normal que d'autres personnes aient des choses que vous n'avez pas et réciproquement. Donc on a une forme de dimension, je dirais, socio-économique de ce genre de discours. Hein. C'est-à-dire, d'où l'échange, ça légitime l'échange. Vous n'avez pas ceci, vous êtes limité, l'autre il est limité autrement, donc il y a un échange. Donc on peut constituer une sorte d'économie fondée justement sur la théorie du manque, sur la théorie des limites, sur la théorie des cloisonnements. Alors, cet enjeu économique, est-ce qu'il a été instauré à un moment donné? Est-ce que c'est une philosophie économique en elle-même qui pourrait être remise en question? Est-ce que nous ne vivrions pas sur un paradigme économique contestable, dont nous ne percevrions pas la dimension économique et que nous considérions comme un paradigme purement psychologique ou sociologique, comportemental, caractérologique? Et est-ce que, bien entendu, est-ce que la question d'être un homme ou une femme ne conduit pas à sous-tendre un tel paradigme? Inversement, moi je tendrais à prôner plutôt un processus où l'individu est complet, où il est total, où il est autosuffisant, où il n'a pas besoin d'autrui. C'est une autre philosophie et c'est une autre économie. Donc, choc des philosophies, choc des économies, choc des modèles sociaux. Alors, il y a le problème de la viabilité, bien entendu, de ces différents modèles. Quelles en seraient les répercussions, quelles en sont les conséquences, dans le cas où ces modèles sont en application? Et quelles seraient les conséquences dans le cas où ces modèles ne sont pas encore ou ne pourraient jamais être en application? Moi, je propose une certaine lecture, pour commencer en tout cas, qui est la suivante, à savoir qu'il s'agit, on est dans un modèle babélien, c'est-à-dire c'est décrit complètement dans la Genèse, c'est-à-dire voilà, il y a la tour de Babel, et puis à un moment donné,
les dieux, bon, qui sont les dieux, bon, c'est un autre sujet que j'ai abordé par ailleurs, les dieux trouvent que ça ne va pas, et ils décident de détruire la tour, et de détruire aussi de détruire l'unité de l'humanité, et de la cloisonner, les mots sont exactement ceux-là, n'est-ce pas? Les hommes ne se comprendront pas, ils parleront des langues différentes, ils seront dans des créneaux différents, etc. Donc là, on est vraiment dans un phénomène intéressant, puisqu'on a à la fois le passage d'un modèle à un autre modèle, d'un paradigme à un autre paradigme. Un paradigme unitaire, où les hommes ne seraient pas interdépendants, puisqu'ils chacun représenterait la même chose que l'autre, et un autre modèle où, au contraire, les gens seraient différents, parleraient différemment, auraient d'autres compétences les uns par rapport aux autres. Donc là, il y a peut-être la mémoire, le témoignage de quelque chose qui appartient à une réalité historique extrêmement ancienne. Bon, je veux bien le croire, en tout cas. Et par conséquent, dans une logique post-babélienne, il est possible qu'on ait instauré un autre ordre. Un ordre non plus unitaire, mais pluriel. Et en termes astrologiques, une seconde astrologie. On serait passé d'une astrologie cyclique avec un processus saturnien unitaire, donc pré-babélien, mais au sens de cette unité babélienne qui est initiale, et on aurait instauré, on étant, cela voudrait dire en effet, non pas les hommes, mais les dieux, parce que c'est comme ça que c'est dit dans la Genèse, et comme ça que je le vois à peu près, parce qu'on est quand même dans le domaine de la biotechnologie, ce qui n'est pas donné à l'humanité de l'époque, mais ce qui peut être donné à d'autres instances, à d'autres entités, où là, au contraire, le cloisonnement aurait été de rigueur. Et ça ça donne un autre angle de regard sur les travaux de Michel Gauquelin, parce que Gauquelin aurait, en fin de compte, exhumé ou mis en évidence une astrologie babélienne. Babel 2, si on veut, par rapport aux solutions à Babel 1, qui serait l'unité. Et donc, son modèle que j'ai contesté, sur lequel j'ai exprimé des doutes, correspondrait en réalité, bel et bien, de facto, parce qu'il ne faut pas oublier que l'historien doit reconnaître le caractère aléatoire de certaines décisions, de certains événements. On peut arriver comme un éléphant dans un magasin de porcelaine en disant « oui, ça doit être comme ceci, ça doit être comme cela », mais il y a un tissu historique qui fait que pour des raisons diverses, c'est comme ça que les choses se sont mises en place. Et qu'on ne va pas remettre en cause cela parce que ce n'est pas logique ou parce que ce n'est pas la seule possibilité. Donc il faut aussi parfois constater les faits, c'est-à-dire nos faits qui ne sont pas forcément ce qu'on aurait pu attendre ou ce qui aurait dû se passer, mais ce qui s'est réellement passé. Faits sur le plan non pas scientifique au sens strict, mais faits anthropologiques. C'est-à-dire qui sont une instrumentalisation des faits réels. C'est une nouvelle réalité, c'est une seconde nature. Donc on pourrait imaginer, dans ce cas, que le modèle 1, Babel 1, d'un cycle saturnien unique qui génère une humanité qui a des chefs qui sont qui sont omniscients, omnipotents, omniprésents à certains moments. Peut-être que ce modèle aurait fait problème en quelque sorte à ceux qui l'ont mis en place. Ils en auraient vu les inconvénients, ils en auraient vu toute la capacité de puissance, puisqu'effectivement, on arrive à des êtres qui n'ont pas de limite, en quelque sorte. Et ils auraient instauré comme contrepoids, comme dirait Montesquieu, une autre astrologie qui, elle, prônerait au contraire la diversité socio-professionnelle. Ce qu'aurait mis en évidence Michel Gauquelin. À savoir, il y a les jupitériens, il y a les saturniens, il y a les lunaires, il y a les vénusiens, il y a les martiens. Et ça aurait fait contrepoids, de façon évidente, à la théorie du cycle saturnien, le cycle 7 ans qui, lui,
sous-tend la dynamique des leaders. Et là, on aurait au contraire, dans un paradigme Babel 2, mis en place une société qui, au contraire, ne fonctionne que dans l'échange, que ne fonctionne que parce que les gens se complètent, etc. Voilà qui me paraît intéressant comme discours. Et à ce moment-là, dans les deux cas, on a des constructions de structures biotechnologiques qui marquent fondamentalement notre humanité. Et en l'occurrence, on peut se poser la question, alors la question des hommes et des femmes n'est pas au centre de ce débat que je pose ici, mais on pourrait éventuellement se demander s'il n'y a pas aussi là une sorte de dialectique entre le modèle Babel 1 qui serait un modèle avant tout masculin et le modèle Babel 2 qui serait avant tout un modèle féminin. Et parce que justement, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, les femmes ont tendance à être plus limitées dans leurs facultés, dans leur potentiel d'expression et d'épanouissement que les hommes, qui eux ont une espèce de champ ouvert après presque illimité. Donc les femmes sont dans la limitation et les hommes dans l'illimité. Parce que les hommes puisent dans leurs possibilités, absolument l'être humain a un potentiel absolument énorme, on l'a souvent remarqué à propos du cerveau, et que très peu de gens arrivent à maîtriser, à exploiter pleinement, à déployer, et d'autre part, les femmes auraient un potentiel plus faible, et le modèle Babel 2 correspondrait mieux à cette limitation de facto des possibilités féminines.